Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. L'objectif de cette masterclass, c'est d'approfondir un petit peu plus ce qu'on a vu en plénière précédemment avec le groupe SEB et de vous expliquer un peu plus en détail quels sont les tips pour réussir une campagne internationale performante dans chaque pays. Très rapidement, on a été créé il y a 22 ans. Notre mission, c'est d'accompagner les marques dans le rayonnement à l'international en leur permettant d'avoir un impact local fort et performant. Aujourd'hui, on est capable de produire et de déployer H24, 7 jours sur 7. Vous voyez un petit peu les chiffres clés en termes d'assets, donc que ce soit des vidéos, des photos, des bannières, du texte. Et on a un time to market qui peut aller jusqu'à moins de 4 heures pour des campagnes internationales. Et bien sûr, comme on l'a dit, avec une centralisation de l'ensemble de la production, on va réussir à avoir des coûts et des délais très optimisés. En termes de clients, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Si à la fin vous avez des questions, vous souhaitez savoir un peu plus, quels sont les types de projets que nous avons gérés pour ces clients, n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous envoyer les cas aussi par email si besoin. Rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif pour réussir une campagne internationale, c'est d'être en mesure de produire et de déployer un contenu qui est personnalisé pour chaque internaute local, peu importe sa culture, sa langue, son pays, ses habitudes de consommation digitale. Pour réussir cela, il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Chaque étape est importante. À chaque fois qu'on va avoir un écueil ou une coupure dans cette chaîne de production, il va y avoir un risque fort sur la qualité du contenu qui sera diffusé localement à votre client. Donc il faut commencer par être en mesure de créer un contenu qui est master, qui est pensé pour l'international, qui est facilement localisable. Il faut ensuite le déployer sans perdre en qualité, en délai, ni en performance. Et enfin, une fois que vous l'avez déployé dans vos pays, il faut amplifier le message localement en prenant en compte la sensibilité de chacun des marchés, de chacune des cultures, pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'impair, pas de bad buzz qui sont si dommageables pour les marques. Donc l'objectif de la masterclass aujourd'hui, c'est d'être vraiment très concret et de vous donner des tips qui vont vous aider au quotidien. On a séparé les 3 briques du cycle de production et pour chacune de ces briques, on va vous présenter 3 aspects. Les assets, donc tout ce qui va être photo, vidéo, bannière, la performance, donc autour du SEO, et les textes que vous allez devoir rédiger et ensuite déployer dans le monde. Sur la partie master, donc comme je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est d'être en mesure de produire un master qui va être accepté par vos pays, qui va être facilement localisable et qui va être ensuite performant quand vous allez le déployer. Donc l'étape clé, c'est de s'assurer qu'on va créer un master qui est cohérent. Sur la partie asset, souvent, les clients abandonnent un peu leur dame, parce que c'est assez complexe à gérer, à leur agence de créa. Donc on pense un petit peu au parcours utilisateur, on sait ce qu'on va créer, on sait ce qu'on va demander à son agence, mais malheureusement, ce qui a été produit, parfois est un peu mal rangé ou ne correspond pas à ce que vos pays vont demander demain. Donc ce qui est important, c'est à chaque début de campagne de créer ce qu'on appelle un playbook. Le playbook, c'est quoi? C'est de s'assurer pour chacun de vos pays, chacun de vos touchpoints, chacune des activations locales qui va être nécessaire, qu'on va avoir l'ensemble des assets pour chaque moment du funnel de conversion. On va se rendre compte qu'il y a des manques, ou en tout cas que les choses vont être demandées par des pays locaux ou des régions. C'est ce qu'on appelle le Content Gap Assessment. Ce Content Gap Assessment, au fur et à mesure que vous allez gérer votre campagne de façon internationale, vous allez enrichir, il va y avoir un cercle vertueux qui va se créer, vous allez enrichir votre master, enrichir le brief que vous allez donner à votre agence, et donc vous allez avoir un gap qui est de plus en plus petit et un master qui sera de plus en plus cohérent et prêt pour être déployé. Alors, en ce qui concerne le SEO, ce dont on se rend compte la plupart du temps, quand on est dans la préparation du master, c'est qu'en fait, il est partiellement négligé. En fait, il est négligé pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à vos contributeurs de contenu et à vos copywriters de gérer eux-mêmes le SEO. Pour ça, ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est de créer ce qu'on appelle, nous, une Master Keyword Study. On va essayer de venir leur mâcher le travail. Et la Master Keyword Study, en fait, c'est pas simplement un glossaire de mots-clés sur votre marché prioritaire, mais c'est aussi un vrai toolkit en SEO qui permettra 2 choses, notamment. La première d'entre elles, c'est d'onboarder les personnes dont on a parlé juste avant, donc vos copywriters, dans ce monde du SEO dans lequel ils doivent un peu essayer de trouver leur marque entre l'ADN et la performance. Et en deuxième lieu, l'objectif, et on en reparlera juste après, ça va être d'essayer de préparer déjà l'industrialisation de l'optimisation SEO locale de vos contenus. Alors, il faut
choisir ses combats. Choisir ses combats, ça veut dire, là on a pris l'exemple d'une page web, mais ça veut dire d'intégrer à ce toolkit-ci des instructions claires sur comment on va construire le contenu, alors donner les bonnes instructions sur comment on va contribuer le header, de quelle manière on va insérer du mot-clé dans le corps de contenu, comment on va contribuer les alt textes, etc. Et enfin, pour la partie texte, la troisième partie du master, là c'est vrai qu'il va falloir créer un contenu qui est performant, pertinent, qui correspond à votre campagne. Et souvent, malheureusement, il y a pas mal de difficultés pour penser ce contenu pour l'international. Donc il y a plusieurs étapes clés pour réussir à créer ce contenu qui est performant. Le premier, c'est de s'assurer qu'on va choisir les bons champs et qu'on va savoir sur quoi on va se concentrer. Vous n'avez pas un budget extensible à l'infini, vous n'avez pas des délais non plus qui sont très longs. Donc il faut savoir sur quoi on va se concentrer, qu'est-ce qu'on va rédiger, comment on va le rédiger. Donc il faut industrialiser le processus de création de contenu. Ensuite, il faut onboarder vos content créateurs, que ce soit en interne, votre agence, vos copywriters, pour s'assurer qu'ils suivent ces guidelines. Et enfin, il va falloir retravailler le texte que vous recevez parfois du marketing, mais qui n'est pas forcément pour le digital, pour correspondre à ces guidelines que vous avez créés. Pour faire un focus, juste un exemple assez concret, je vous propose de parcourir l'asset qui est le plus compliqué, qui est une fiche produit. Donc clairement, c'est l'asset qui va demander le plus d'efforts. Et à travers la définition du template, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en avance de phase pour être efficace dans la production de contenu. Donc le cas, ça va être autour du groupe Pierre Fabre. C'est un cas qui est assez intéressant parce que c'est un groupe qui est multimarque, qui lance énormément de produits tous les ans et qui a aussi beaucoup de pays et de touchpoints. Donc la première chose sur la template définition, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu pareil. C'est s'assurer qu'on va placer le curseur entre créer le contenu qui est vraiment demandé par les consommateurs, et là c'est la guerre entre vous et vos concurrents, mais en même temps ne pas dépenser énormément d'argent et ne pas disrupter tout le process qu'on a au quotidien. Pour y arriver, il va falloir qu'on soit hyper efficace. Donc ce qu'on va faire pour la fiche produit par exemple, c'est qu'on va regarder ce que font les compétiteurs. Donc on va essayer de créer un peu un MVP. On va pas essayer de créer la meilleure fiche produit au monde, c'est pas l'objectif. C'est de créer un petit peu quelque chose qui va nous permettre de revenir à niveau ou de dépasser les compétiteurs selon vos enjeux et là où vous en êtes. De regarder bien sûr ce que font vos retailers, c'est eux qui revendent vos produits. Donc qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous mettent souvent beaucoup de pression pour leur donner du contenu spécifique. Donc là aussi, il faut réfléchir de façon intelligente sur qu'est-ce qui est réellement demandé et est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je vais répondre aux besoins de mon retailer? Et enfin, on peut regarder un petit peu ce que font les best in class, c'est-à-dire qu'est-ce que font ceux qui réussissent en dehors de votre industrie pour inspiration. Une fois qu'on a fait ça, on va s'assurer que ce benchmark il soit centré sur vous, sur la marque. Donc il faut réfléchir, comme on l'a dit, c'est pour faire un master qui est pensé pour l'international. Donc vous allez créer un seul template unique et vous allez l'imposer après. Donc il faut que ce soit multimarque pour toutes vos marques, pour toutes vos BU, pour tous vos pays. Il ne faut pas que demain il y ait un gros pays ou une grosse marque qui vous dit c'est pas été pensé pour moi, je refuse ça et je me débrouille de mon côté. Et enfin, comme vous allez être challengé, forcément, puisque vous allez rentrer dans une organisation industrialisée, il faut prendre la décision en fonction de la data. Et cette data, elle est importante parce que n'importe qui va vous demander des comptes, que ce soit un pays, une BU ou un retailer, vous allez pouvoir lui prouver que les concurrents ne font pas plus que vous, ou en tout cas vous êtes au-dessus de ce qui est demandé. Donc l'exemple du Pierre Fabre, très rapidement, ça a été une refonte de leur catalogue de fiches produits. On a fait un audit en avance de phase, on a regardé leurs 7 marques principales, on a regardé les 7 concurrents sur lesquels ils voulaient gagner des parts de marché, les 12 pays, parce que bien sûr ils sont dans plus de 100 pays, et les 19 e-retailers principaux dans lesquels ils voulaient vendre. Donc c'était un vrai travail d'audit initial pour s'assurer de qu'est-ce qu'on voulait vraiment mettre en place demain pour lancer une fiche produit en digital. À la fin de cet audit, qu'est-ce qu'on a livré? On a regardé, donc, comme je l'ai dit, sur chacune des marques, on a regardé ce sur quoi on était fort et ce sur quoi on était un petit peu moins fort. Et est-ce qu'on était moins fort par rapport à la concurrence ou est-ce qu'on avait juste accepté de ne pas mettre ce contenu lors du lancement de la fiche produit ou lors du lancement de la campagne? Donc on voit un petit peu les différences. On voit qu'on est par exemple sur Aderma un petit peu moins bon sur la partie application et clinical result qui sont malheureusement assez importants sur des fiches stars. Et donc il va falloir se poser des questions de est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va rédiger de contenu spécifique pour eux. On a la même chose pour l'ensemble des marques et on a pu condenser tout ça parce que c'était une seule template pour toutes les marques, pour tous les pays et pour tous les touchpoints. Ce qu'on s'est rendu compte à la fin de l'audit, c'est que sur un MVP, on avait le nom du produit, le packshot avec l'attribut alt pour d'un point de vue SEO et la short description. On a décidé que c'était le minimal vital pour lancer un produit. Donc c'est ce qu'on a appelé la light product page. Si demain une marque veut lancer un produit, il faut au moins qu'elle fasse ces 4 champs. La bonne nouvelle, c'est que 91% du PIM multimarque a déjà l'ensemble de ces éléments. Donc il n'y a que 9% de gap en termes de copywriting pour aller compléter
et être 100% compliant. Si une marque va aller plus loin et veut lancer un produit un peu plus spécifique, on lui demande, on lui impose de créer du contenu spécifique. Et si jamais on est dans les top lancements, les fameux 5 ou 10 lancements par an, pas plus, ou dans lesquels on a beaucoup de médias, on va demander à la marque également d'avoir le nom, la note du dermato, les résultats cliniques, etc. Tous des éléments supplémentaires. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de façon data-oriented, qu'on va imposer, et ensuite chacune des marques va décider, selon ses produits, de faire un effort plus ou moins important pour lancer sa campagne. Si c'est une campagne qui est dans les top SKU ou qui sont dans ce qu'on appelle les combats visionnaires, c'est-à-dire forcément là où on veut être le leader de demain, il faudra créer l'ensemble des éléments qu'on avait vus précédemment et il va falloir le mettre à disposition de l'ensemble des pays. C'est vrai pour les textes, c'est vrai pour les assets. Donc là, on a fini le premier bloc. À la fin de ça, vous avez une campagne, vous avez dans votre toolkit des assets, des textes, du SEO qui est prêt à être déployé à l'international et qui correspond à ce que vos marchés attendent. Maintenant, il va falloir déployer ce contenu, comme je l'ai dit, sans perdre, ni en qualité, ni en délai, ni en performance. Toujours sur la partie asset, comment faire en sorte qu'on ait un gros taux de reuse? Comment on va s'assurer que les pays vont pouvoir réutiliser, non pas refaire un tournage local? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas rare que dans le DAM, ils ne s'y retrouvent pas. Parfois, ils ne s'y retrouvent tellement pas qu'ils se disent on va re-shooter localement. Donc ça, c'est vraiment un gros problème parce que vous avez fait tout l'effort au début. Vous leur avez préparé des assets qui sont prêts, qui sont cohérents pour leur pays. Et ils vont re-shooter localement. Donc il faut un outil hyper simple dans lequel ils puissent passer un order form. Ils vont demander la vidéo. Oui, elle est en minute 30, je la veux en 30 secondes. Je la veux en carré, je la veux en russe, je la veux en espagnol. Très simple, tout passe dans l'outil avec des demandes extrêmement intuitives dans lesquelles on va passer l'order form de façon automatique et à la fin, ils recevront leur toolkit dans la langue locale et dans les bons formats et dans les bonnes longueurs. Il y a une partie qui va être l'automatisation. Donc il y a des outils sur le marché qui vous permettent, sur certains packshots, d'automatiser une partie de la tâche. Donc il y a une partie qui est humaine et puis il y a une partie qu'on peut automatiser. Donc ça, c'est dans le cycle de localisation. C'est important de ne pas réinventer la roue et de ne pas se surcharger en termes de budget via d'autres agences pour des choses qui peuvent être automatisées. Et enfin, il faut s'assurer, et c'est là où souvent vos filiales vous lâchent, qu'elles puissent faire d'un dernier commentaire en dernier kilomètre. Comment faire ça? Il faut leur donner, pareil, un outil hyper simple. Donc là, il y en a pas mal aussi sur le marché, sur lequel elles peuvent juste commenter, demander un dernier changement, du fine-tuning, dans lequel, en 24 heures, ils reçoivent l'asset adapté à leur demande, à leur marché. Alors pour le SEO local, finalement, on va se retrouver un peu dans le même enjeu que vous avez eu lors de la préparation de votre master. On va se rendre compte il vous faut absolument cet outil pour déployer vos mots-clés. Donc, ce qu'on va faire en règle générale, ou ce qu'on va recommander, c'est que on adapte la Master Keyword Study en local keyword study, ce qui est en fait pas simplement une traduction bête et méchante de la Master Keyword Study, mais aussi une adaptation vraiment locale du mot-clé sur les bons moteurs de recherche, etc. Ce qu'on se rend compte si on fait pas ça pour vos filiales, c'est qu'en général, malheureusement, tout l'effort que vous avez fait sur le SEO en préparation lors de votre master, si vous voulez laisser les filiales agir seules, vous allez perdre l'entièreté de l'effort que vous avez fourni. Le cœur du combat aussi, ça va être dans la traduction, au moment de déployer ces contenus-là, de gérer aussi des contenus qui sont type title tag, HN tag, bêta description et alt attribut, qui ont un enjeu relativement fort en termes de ranking local. Ces contenus-là, on va pas vous demander forcément de les traduire, mais plutôt de faire intervenir une équipe search qui soit dédiée et locale pour gérer ces contenus. Alors sur la partie texte, donc vous avez vos stratégies SEO locales, vous avez préparé le terrain, vous avez lancé à votre agence l'élément, le toolkit local dont on vous a parlé pour qu'elle puisse traduire les contenus. Et maintenant, il faut rentrer un peu dans le cœur du sujet. Au moment de traduire, en règle générale, si vous avez les budgets, si vous avez les délais et que en termes de volumétrie, vous êtes assez raisonnable, ce qu'on recommandera toujours, c'est faire de la traduction humaine. C'est là où vous avez le bénéfice le plus important en termes de qualité. Par contre, dans le cas inverse, si vous n'avez pas forcément le budget alloué à cette tâche-là, si vous avez un time to market qui est hyper raccourci, ou si vous avez des volumes qui sont ultra massifs, comme si par exemple vous êtes un pure player, pour donner un exemple précis, et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer sur de la traduction en machine translation avec post-édition.
Alors le problème de la machine translation avec Post Edition, c'est que là vous rentrez dans un autre monde qui est un peu plus risqué, dans lequel vous allez engager un peu plus votre responsabilité sur la qualité des contenus. Je ne vais pas rentrer dans le détail qui est ici, on pourra vous envoyer la présentation après. Le seul conseil qu'on pourrait éventuellement vous donner sur ces contenus-là, c'est d'aller faire attention que vous demandiez bien ce qu'on appelle une post-édition premium et non de la light. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, vous allez potentiellement rater le cap de la qualité sur vos contenus locaux. Et ça, vous allez l'apprendre très vite et à vos dépens, parce que vous allez avoir des filiales qui sont insatisfaites, des utilisateurs locaux finaux qui le sont aussi. Donc ça remontera très vite à votre niveau. Le deuxième conseil qu'on peut donner aussi sur la traduction avec Post Edition, c'est de savoir que si jamais vous achetez votre traduction humaine à un coût qui est relativement bas, sachez qu'il est possible que votre agence de traduction fasse déjà de la machine translation avec Post Edition. Je vois des oui dans l'audience, ça me rassure. Et donc là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est de vraiment bien challenger votre fournisseur, de rentrer en transparence, de lui demander comment sont produits vos contenus et pourquoi ils le sont. Il faut vraiment que vous alliez vos besoins, votre réalité avec le travail qui est réalisé par votre agence. Et enfin, le dernier pilier, vous avez pensé un master pour l'international, vous avez travaillé vos assets, votre texte, votre SEO, vous l'avez déployé avec la meilleure qualité possible, dans les meilleurs délais, vous allez livrer tout ça à vos marchés. Là, on arrive sur l'amplification locale. L'amplification locale, c'est quoi ? C'est s'assurer qu'on va avoir un maximum de trafic, un maximum d'impact dans chaque marché, sauf que vous pouvez souvent vous dire je vais laisser ça au marché et il va se débrouiller, on croise un peu les doigts. Donc là, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, les campagnes, puisque c'est là que vous allez perdre tout l'effort que vous avez fait en amont. Donc l'objectif, c'est de les accompagner. En termes d'assets, c'est un peu touchy, parce qu'ils vont vous demander des assets spécifiques, ils vont dire laisse-moi faire, je vais tourner de mon côté avec mon agence locale au Japon, en Corée et ailleurs. Il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire la capacité de reprendre des assets existants dans votre DAM et de créer un master bis, un nouveau master pour une région particulière, par exemple le LATAM ou par exemple l'Asie du Sud-Est. Ou alors, si vraiment les besoins sont très spécifiques, on va faire de la regional amplification, c'est-à-dire qu'on va recréer une campagne locale, mais aussi au niveau de la région. L'enjeu, c'est d'essayer de maximiser les pays, de ne pas avoir un pays de chaque côté individuel, parce que sinon vous allez multiplier les coûts de production avec une agence locale dans 10, 20, 30, 50 pays. Deux case studies. Le premier sur l'upcycling, pour vous illustrer un petit peu ce que ça veut dire, pas que ça reste des mots abstraits. Donc pour rester l'odeur, ce qu'on peut faire, nous c'est le cas pour la PAC ou pour le LATAM, ici c'est pour le LATAM, on a une campagne par mois. Donc ils reçoivent de la part du central des assets, des toolkits, qui sont partiellement adaptés pour leur marché. Il y a des choses spécifiques à mettre en place pour le LATAM. Et donc là, ce qu'on va faire pour eux, c'est qu'on va travailler directement au niveau régional, au Mexique, pour prendre en compte les besoins des différents pays qu'il y a localement et de l'ensemble des touchpoints qu'ils veulent adresser, que ce soit du paid, du CRM, de l'e-commerce. Et on va réfléchir à comment recréer un seul master pour le LATAM, pour ensuite le faire découler sur l'ensemble des pays d'Amérique latine, que ce soit le Mexique, la Colombie ou le Brésil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pas de tournage. On va récupérer des assets, on va potentiellement les resizer, les remodifier, refaire un peu de créa, récupérer des images HD, refaire des animations, refaire des bannières. Mais par contre, on va le faire une seule fois pour tous les pays du LATAM. Case un peu plus spécifique pour Shiseido. Là, il faut créer des campagnes avec des influenceurs. Les influenceurs, c'est hyper local. Un pays, vraiment, a son influenceur. C'est quasiment impossible de centraliser ce type de campagne. En revanche, ce que vous pouvez centraliser, c'est la production pour réduire les coûts. Donc là, ce qu'on fait, c'est des missions dans lesquelles on rassemble sous un seul toit pendant 3 jours tous les influenceurs des pays des différentes régions. On va penser la campagne de façon unique, on va la shooter de façon unique, mais en revanche, on va avoir l'influenceur français, espagnol, allemand, etc., qui seront dans les mêmes locaux au même moment pour rationaliser les coûts de production. L'enjeu, il est quoi ? Il est de pouvoir livrer, comme je l'ai dit, une seule campagne avec différents moments clés, que ce soit du teasing, un challenge, et puis après le reward ou le reveal, et avec des éléments spécifiques, cohérents pour chacun des pays, avec le bon influenceur local. Alors quand on parle d'amplifier le message localement, en search, on va plutôt aller chercher du SEA, donc de l'achat de mots-clés locaux.
Ici, l'enjeu pour vous, il est assez simple, c'est de trouver et de s'assurer de trouver ces synergies en centrale comme en local entre ces deux mondes qui finalement se rejoignent, ils s'alimentent en permanence. Et donc, pour un but d'économie de budget, mais tout en alliant une performance maximisée, votre enjeu principal, il est là. Aller chercher cette alimentation-là et cette optimisation entre les deux. Pour le reporting, en monitoring, au-delà de ce qu'on voit habituellement en monitoring global, et c'est très bien de le faire, ce qu'on recommande souvent, c'est d'aller ajouter une vraie surcouche culturelle à ce monitoring. C'est-à-dire d'aller comprendre vraiment pourquoi, finement, au Japon, j'ai pas réussi sur cette campagne-ci, pourquoi en Allemagne, mon message n'a pas été assez impactant, etc. Avoir cette surcouche culturelle au niveau du monitoring, c'est aussi s'assurer que vous êtes en train de créer ce cercle vertueux, donc Frédéric parlait, justement, pour avoir des campagnes locales qui soient à la fois pertinentes, bien préparées, mais aussi très spécifiques localement. Donc voilà, peu importe qu'on parle de vos plateformes digitales, de vos campagnes, de vos socials, de l'acquisition de trafic, si vous arrivez à optimiser un petit peu ces trois phases, vous arriverez, grâce à la culture locale, à l'analyse de la culture locale, à enrichir un fameux cercle vertueux, à enrichir au niveau du déploiement tout ce que vos marques vont vous demander, du légal, de la spécificité du pays. Tout ça, il faut le garder, il faut le conserver, il faut capitaliser dessus. Donc il faut s'assurer que ce soit bien maîtrisé, que ce ne soit pas juste perdu par un email de retour. Et bien sûr, si jamais il y a des retours qui sont spécifiques par rapport à une campagne, on va aller alimenter le master pour s'assurer que demain, que ce soit des assets, que ce soit en performance, que ce soit en texte, on va avoir un master qui est vraiment pensé pour l'international. Et c'est ce travail qu'il faut mettre en marche. La première campagne, forcément, elle va être un petit peu en POC. Nous, ce qu'on recommande, c'est de commencer avec des pays qui sont sponsors, donc commencer avec 6 pays, 10 pays maximum, et de lancer une nouvelle campagne de façon relativement centralisée pour déployer, test and learn, et après on enrichit et on onboard les pays les uns après les autres. Comme vous l'avez compris, si vous étiez en plénière avant, la seule manière de réussir tout ça, c'est de réunir sous un seul toit différents mondes, différentes expertises qui sont assez différentes. Donc là, on peut vous accompagner, on peut compléter aussi. Si vous avez vu pour le groupe SEB, il y a une partie qui a été faite chez le groupe SEB, une partie qui a été donnée à Data Awards. Nous, ce qu'on a chez nous, en tout cas, qu'on peut vous garantir, c'est d'avoir des experts digitaux de chacun des métiers, que ce soit des experts search, des experts UX, des développeurs, des codeurs, des créatifs, des copywriters, des traducteurs. Et puis de l'autre côté, une connaissance vraiment fine de chacun de vos marchés. On a 72 nationalités, 72 équipes pays en interne. On est dans le monde entier. Et donc, on peut vous éviter justement ces fameux impairs et vous permettre sereinement de produire et déployer du contenu à l'international grâce à nos outils, à notre organisation et à nos talents, c'est-à-dire les personnes qui vont délivrer l'ensemble du contenu tout au long de la chaîne et vous accompagner de A à Z. On va prendre vos questions. Vous voulez parler fort? Non, je sais pas. Bonjour. Quels sont les outils avec lesquels vous échangez avec les différents marchés? J'ai vu tout à l'heure différents tableaux qui ressemblaient à l'Excel. Alors notre rôle, c'est au début s'adapter aux besoins, à ce que le client a en place. Donc si vous n'avez rien et que vous voulez fonctionner pour du Excel pour la première campagne, c'est faisable. Parce que sinon, d'onboarder 30 pays, ça fait 200 stakeholders. Tout de suite, ça peut être encore un nouvel outil. Donc nous, notre mot d'ordre, c'est on s'adapte à comment le client fonctionne. Si on commence à rentrer, comme vous avez vu sur les cas clients, sur des campagnes plus industrialisées, on recommande de passer sur différents outils. Alors ça peut être soit des Jira, parce que les clients l'ont déjà. Donc là, on va mettre une surcouche. On va surdévelopper une surcouche sur Jira pour faire de la gestion de projet. On peut utiliser des outils que vous avez aujourd'hui sur le forum, que vous avez peut-être vu, de gestion de projet. Nous, on n'a pas de recommandation particulière. Après, pour chacun des moments, si c'est de la traduction, enfin des textes qui doivent transiter, on a un outil en interne qu'on a développé qui s'appelle OSN, dans lequel on est connecté directement au PIM, au DAM, au CMS de nos clients. Dès que c'est mis à jour dans le PIM et dans le DAM, alors je prends l'exemple de clients dans le luxe, c'est pas rare que la DA change les contenus au dernier moment. Et donc voilà. Donc on reçoit, dès que c'est modifié dans le master, ça transite automatiquement dans notre outil et les tâches sont attribuées aux 10, aux 20, aux 30 langues dans lesquelles on a du SEO, de la mémoire de traduction et des glossaires. Et après, les filiales se connectent, elles reçoivent une task. Donc c'est juste un mail pour dire tu as une nouvelle task. Le japonais se connecte. Il modifie s'il le souhaite, et quand il modifie, automatiquement, ça enrichit la mémoire. Donc il n'y a pas de travail de « je te l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a encore le mot à changer ». Tout ça, c'est automatisé via notre outil. Donc sur la partie texte, on a notre plateforme qui marche très bien, qui est interconnectée, PIM, DAM, CMS, et qui va, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a traduit avec tout le SEO, on va le proposer à la filiale. Si la filiale valide, ça repart directement en front office. Enfin, ça repart en back office pour être après en front
Voilà, donc c'est réinjecté directement, tout est automatisé, il y a des flux en direct. Sur la partie asset, on a une plateforme qui est très simple d'utilisation. Donc c'est une plateforme sur laquelle qui est en SaaS. Donc les filiales se connectent, elles voient la campagne, elles voient les 3 vidéos, les 10 bannières et la newsletter. Elles cliquent sur ce qu'elles veulent. Il faut leur petit marché local. Et elles disent cette vidéo elle est top, mais elle dure 1 minute 30, j'en veux une carré 15 secondes, une horizontale 6 secondes. Voilà, elles font leur marché, elles changent le format, elles changent la longueur et elles changent la langue. Voilà, elles ont trois informations. Et bien sûr, la deadline. Et ça part directement en order form et nos équipes s'occupent de l'adaptation de l'asset pour livrer clé en main les 200, 300, 500 assets nécessaires pour chaque pays. J'ai vu que vous aviez parlé de la machine translation oui. Et de la traduction par un traducteur. Oui. Mais pas des CAT tools. Est-ce que c'est parce que vous déconseillez l'utilisation? Dans les deux cas, il faudra utiliser un CAT Tools. Donc un CAT Tools, c'est un outil d'aide à la traduction qui vous permet, quand vous injectez un texte, d'avoir vos textes passés qui sont déjà enrichis, donc ce qu'on appelle la mémoire de traduction, et dans lequel vous avez aussi votre glossaire. Donc un CAT Tool, ça nous permet en effet, quand vous avez un nouveau texte, surtout pour les fiches produits, si on l'a déjà traduit en 2021, c'est déjà réinjecté, on n'a plus qu'à traduire les nouveaux mots, les nouveaux segments. Dans les deux cas, il faut l'utiliser. Nous, si vous utilisez DeepL, Google Trad ou IBM, peu importe l'outil de traduction automatique que vous allez choisir, d'ailleurs, on vous recommande d'en prendre un différent par combinaison de langues, parce que la performance n'est pas forcément la même. Un DeepL marche très bien de l'anglais vers certaines langues européennes. Pour le chinois, ça marche un peu moins bien. Pour l'allemand, c'est... Donc voilà, on peut vous accompagner sur ça aussi, sur le choix de l'outil. Dans tous les cas, si vous dites à un outil type DeepL ou Google Trad, tiens, voici un nouveau contenu sans le CAT Tool, ben, il va retraduire bêtement avec sans mémoire. Et donc vous allez recorriger indéfiniment les mêmes problèmes et les mêmes erreurs. Donc ce qu'on recommande, c'est plutôt d'utiliser un CAT Tool dans lequel il y a une API. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous sur notre outil Wizen. On a une API qui va appeler le bon CAT Tool. Et donc en fait, on va injecter la trad automatique, si jamais on le fait pour notre client et que c'est validé, que sur les nouveaux segments. Et une fois que c'est enrichi, la mémoire, le cercle vertueux fait son tour, c'est réinjecté pour la prochaine campagne. Ça répond à votre question. Non, c'est tout ce qui est out of home. Nous, notre logique, c'est que ça se passe sur un PC. Donc après, si c'est pour une livraison, pour du TVC ou du out of home, on le fait. Alors bien sûr, après, on est plutôt sur des Mac pour faire tout ce qui est l'adaptation. Donc par exemple, si vous voyez dans les malls dans le monde ou la boutique de Mac Cosmetics à New York, c'est nous qui faisons tout ça, ou leur festival à San Francisco, c'est nous qui adaptons l'asset pour faire du 10 mètres sur 12 mètres avec la bonne campagne. Mais en revanche, souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne livre pas à la régie publicitaire l'asset. On le livre dans le DAM et le client s'occupe de cette livraison finale pour plein de raisons. Donc, pour beaucoup de cas, si ce n'est pas du digital, on s'arrête à la livraison de l'asset au client, qui lui va le diffuser auprès de sa régie ou autre. Voilà. Mais tout ce qui est aussi out of home, abribus, voilà, ça, c'est du print pour nous, donc ça reste du digital. Ça reste du digital. Il nous reste 1 minute. No pressure. Allez-y, vous pouvez hésiter. Il faudra répéter la question, Fred, au micro. Je vais répéter la question. Ça prend combien de temps de déployer une campagne? Ça prend combien de temps de déployer une campagne? Ça dépend de la campagne. Donc pour un client parfumeur, campagne de Noël, pour être précis, avec 10 pages produits, une landing page, des bannières sur la home page et tout ce qui va tourner après autour de la campagne pour la médiatisation, on est environ sur 2 semaines pour le déploiement. C'est-à-dire qu'on reçoit le master et dans laquelle il faut valider une vingtaine de filiales. Donc, parfois, c'est la filiale qui prend du temps. Et donc, on a l'ensemble du scope. Donc, on a le SEO, la traduction, l'intégration dans l'asset, la validation finale, on leur envoie l'URL, front, pré-prod. On leur dit est-ce que c'est OK pour toi et puis tous les assets. Voilà, donc on a parfois du laps de temps qui est malheureusement à 2 niveaux, au niveau de la filiale, pour 2 fois la validation. Ça peut être beaucoup plus court. On est connecté avec des e-retailers comme Zalando ou comme Matisse Fashion, dans lequel on a un SLA de 2 heures par exemple. On s'occupe du festival de Cannes en temps réel, donc on a 30 minutes pour gérer les 9 langues. C'est-à-dire que dès que vous avez Georges Clooney qui est sur le tapis rouge et qui se fait interviewer, il faut qu'en 30 minutes vous ayez l'interview en arabe, en espagnol, etc. C'est nous qui faisons et la traduction et l'intégration et le motion design, tout ça sur le CMS directement du festival de Cannes. Mais c'est plus cher.
C'est possible, c'est plus cher. Plus c'est long, moins c'est cher. Ah bah ça dépend, ouais, ça dépend du nombre d'assets. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Sur Michelin, où on a 10 000 assets, donc on a déployé 10 000 assets. Donc quand je dis assets, c'est vraiment le PSD pour le e-retailer avec les 5 étoiles, la licence de freinage, etc. On a le carré, le rectangulaire, voilà, on a vraiment beaucoup de choses dans toutes les langues. Donc là, on fait 10 000 assets par campagne. On a 1,50 € le PSD en russe, en espagnol, en coréen. Pour 1,50 € le PSD livré dans le bon format, dans la bonne langue. Pour la vidéo en motion design, dans lequel il faut ouvrir le After Effects, remplacer la langue et parfois remplacer le calque parce que l'allemand est trop long, le néerlandais est trop long ou le chinois est trop petit, pour que ce soit quand même beau, enfin que ce soit esthétique. Là, on est plutôt à 50 € la vidéo livrée de 30 secondes en motion design. C'est très industrialisé avec le Michelin, c'est vraiment beaucoup d'assets. Si c'est 10 assets à localiser en 3 langues, on aura un coût par asset légèrement plus élevé. Et si je peux ajouter un mot, Fred, c'est moi. Excuse-moi, je réponds à toutes les questions. Merci beaucoup. Je pas forcément de questions, pas forcément de questions de mon côté. Ça y est, il se détend là, ça y est. Pour ce qui est de mon intervention, comme vos jolis regards très intéressés ont su m'intimider pour ce premier exercice, j'aurai largement un plaisir à vous repartager les infos que j'ai pas pu vous partager après cette masterclass si vous le souhaitez. Merci beaucoup.